C'est une solution qui, disons-le, peut paraître extrêmement originale. Le Vietnam construit depuis plusieurs années des îles artificielles dans l'objectif de contrer les ambitions de la Chine dans une région. Mais alors de quelle île artificielle parle-t-on? À quoi servent-elles? Et pourquoi est-ce que cette région est aussi contestée? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Très joyeux Noël au passage, puisqu'on publie cette vidéo le 24 décembre. Donc très joyeux Noël à tous ceux parmi vous qui le fêtent et vous êtes forcément nombreux. Et j'en profite pour adresser mes pensées à tous ceux qui passeront ce réveillon ou ces fêtes de fin d'année plus largement seuls ou dans des contextes difficiles, quels qu'ils soient. On pense évidemment à vous et courage en cette période. Alors concernant le sujet du jour, vous allez voir, c'est très intéressant à analyser. On parle ici donc d'îles artificielles en cours de construction, des îles qui se trouvent en mer de Chine méridionale au large des îles Spratly. Alors où est-ce qu'on est là? Les îles Spratly, c'est un archipel composé d'une centaine d'îlots de récifs. Et donc concrètement, on est au sud de la Chine, à l'ouest des Philippines et à l'est du Vietnam. Alors selon un projet du Centre d'études stratégiques et internationales qui a notamment consulté des images satellites, en fait il y a 21 îlots et récifs que possède le Vietnam dans ces îles Spratly. Et ces îlots, eh bien ils ont été agrandis par le Vietnam pour y inclure des terres artificielles. Concrètement, le Vietnam a utilisé depuis plusieurs années du sable, du gravier et d'autres matériaux pour élever en quelque sorte les petits îlots qu'il possédait et qui étaient parfois même submergés en fait à marée haute, dans l'objectif donc d'en créer de véritables îles artificielles. Et ces îles artificielles, elles permettent d'installer des bâtiments, des maisons, mais aussi, selon le Wall Street Journal, des ports, des pistes d'atterrissage pouvant accueillir des gros avions militaires, ainsi que de vastes entrepôts de munitions et de tranchées défensives pouvant contenir des armes lourdes. Alors vous allez me dire là Hugo, mais pourquoi de telles constructions sur ces îlots? Eh bien il faut savoir que le Vietnam, en réalité, c'est loin d'être le seul pays à créer comme ça des îles artificielles dans la région. En fait, depuis une dizaine d'années, la Chine crée également de son côté des îles artificielles au large de ces îles Spratly. Certains parlent même, je cite, de la grande muraille de sable. Mais ce qu'il faut noter, c'est pour ça qu'on analyse ça aujourd'hui, que c'est intéressant de le voir en ce moment, c'est que le Vietnam semble construire plus vite que la Chine, si bien que le Vietnam pourrait même dépasser dans ces constructions-là la Chine dans les prochaines années. Alors pourquoi cette course comme ça à celui qui aura créé le plus d'îles artificielles? Eh bien parce que la mer de Chine méridionale dont on parle ici donc, qui est au sud de la Chine, c'est aujourd'hui l'une des zones maritimes les plus contestées au monde. Au total, il y a 7 parties différentes qui en revendiquent des territoires. Il y a donc la Chine et le Vietnam, ça je pense que vous l'aurez compris, mais il y a aussi Taïwan, il y a les Philippines, la Malaisie, le Brunei ou encore l'Indonésie, tous frontaliers donc à cette mer. Et de fait donc, cette région, elle est source de tensions. Aujourd'hui, le Vietnam et la Chine affirment que ces îlots, donc des îles Spratly, eh bien leur appartiennent en se basant notamment sur des preuves historiques. Mais pendant très longtemps, ces îles, elles étaient totalement inhabitables et donc il n'y avait jamais eu de véritable population ni d'économie qui leur était propre. Aujourd'hui, on a donc des pays qui essaient de contrôler physiquement certains îlots et de créer en quelque sorte, même artificiellement justement, une sorte de souveraineté sur ces îles. On peut noter d'ailleurs que c'est par ce principe que la Chine avait réussi à s'emparer de plusieurs territoires dans ces îles dans les années 70 et 80, des territoires dont la majorité était jusque-là considérée comme vietnamiens. Et donc il y a eu tout un tas de tentatives d'arbitrage. En 2016 par exemple, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui tente de régler les différends entre les États, qui avait statué que les revendications de la Chine dans la région, elles n'étaient pas fondées sur le droit international, sauf que la Chine a rejeté cette décision. Globalement, eh bien, il y a une forme de revendication, encore une fois, de tous les côtés. Chacun essaie donc de créer des îles artificielles, de se développer en quelque sorte, d'avoir eh bien, des bâtiments, des ressources qui sont installées de façon à revendiquer en quelque sorte, de façon plus officielle, certains territoires. Et pourquoi est-ce que tous se battent en ce moment sur cette région? Eh bien on l'a dit, parce qu'elle est traversée par des flux commerciaux absolument immenses. Environ un tiers du commerce maritime mondial y transite, et la région elle est aussi très riche en poissons et son sous-sol y regorge de pétrole et de gaz. L'autre élément important à noter, c'est que cette mer elle est donc proche aussi de Taïwan, que la Chine menace régulièrement d'envahir et qu'elle revendique historiquement comme son territoire, alors que Taïwan, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, eh bien dispose de sa propre économie, c'est une démocratie etc. Même si Taïwan n'est pas officiellement reconnu par tous les pays du monde. Bref, en contrôlant cette zone, la Chine peut surveiller et contrôler davantage le trafic maritime autour de Taïwan, en créant donc une sorte de nouvelle zone militaire stratégique. On peut d'ailleurs noter que Taïwan est soutenu historiquement et encore récemment, alors on en a parlé sur la chaîne, par les États-Unis. Et donc les États-Unis ont de nombreuses fois condamné la construction d'îles artificielles par la Chine. Ce qui est par contre intéressant à analyser, c'est que les États-Unis ont beaucoup moins condamné les constructions artificielles du
Vietnam. Et selon le Wall Street Journal, cette décision, elle vient notamment du fait que le Vietnam pourrait être considéré par les États-Unis comme un allié contre la Chine dans cette région. A noter par ailleurs que dans cette région, l'autre rival pour la Chine, c'est les Philippines. Les Philippines qui sont là aussi globalement un allié davantage des États-Unis. Donc il y a une question aussi de rapport de force, une nouvelle fois, entre la Chine et les États-Unis dans cette région-là. Ce qui est sûr, c'est que les tensions, elles sont fréquentes. Au mois d'octobre dernier, par exemple, les Philippines ont accusé un navire chinois d'avoir délibérément percuté l'un de leurs navires après l'avoir aspergé d'eau. Et en octobre 2024, cette fois-ci, 10 pêcheurs vietnamiens auraient été agressés physiquement par des patrouilleurs chinois dans les Paracels, donc qui sont d'autres îles en fait contestées dans cette région, dont on aura l'occasion de reparler, parce que vous l'aurez compris, c'est une situation extrêmement tendue. Ça nous semblait important de faire un point en tout cas sur le sujet. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, le Parlement a adopté un projet de loi spécial qui permet de financer provisoirement l'État en l'absence de budget voté par les parlementaires. Cette loi, elle permet de reconduire temporairement le budget de 2025, de lever les impôts et de payer les fonctionnaires, mais elle n'autorise pas de nouvelles dépenses. Elle a été déposée par le gouvernement après l'échec vendredi de la commission mixte paritaire sur le projet de budget 2026. Il s'agit donc d'une mesure temporaire en attendant que les débats sur le projet de loi de finances qui fixe les dépenses et les recettes de l'État pour l'année à venir reprennent en janvier. A noter qu'en décembre 2024, le Parlement avait déjà voté une loi spéciale après la chute du gouvernement de l'ex-premier ministre Michel Barnier. Le budget 2025 avait finalement été adopté mi-février. Deuxième actu, l'ancien ministre français et ex-commissaire européen Thierry Breton, ainsi que 4 autres personnalités européennes représentant des ONG qui luttent contre la désinformation et la haine en ligne, sont désormais interdites d'entrer aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le département d'État américain ce mardi. A noter que les Européens n'ont généralement pas besoin de visa pour se rendre dans le pays. En fait, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a accusé ces 5 personnes d'avoir, je cite, orchestré des actions concertées visant à contraindre les plateformes américaines à censurer, démonétiser et supprimer des opinions américaines auxquelles elles s'opposent. Pour comprendre, ces 5 personnalités européennes sont engagées pour une stricte régulation de la tech et contre la désinformation en ligne, notamment via les règles de l'Union européenne qui imposent aux plateformes de signaler ou retirer certains contenus jugés problématiques. Mais les États-Unis considèrent ces obligations comme une atteinte à la liberté d'expression. Alors face à tout ça, Thierry Breton a dénoncé sur X un vent de macartisme en référence à la chasse aux sorcières anticommunistes menée par le sénateur américain Joseph McCarthy dans les années 1950, tandis que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a condamné cette décision américaine, je cite, avec la plus grande fermeté. Troisième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté ce mercredi la dernière version du plan américain pour la paix avec la Russie. La première version, dévoilée il y a un mois, avait été jugée trop favorable à la Russie par l'Ukraine. Et donc après des négociations entre les États-Unis et l'Ukraine, le plan a finalement été modifié. Il propose désormais de geler le front sur les lignes actuelles et d'ouvrir des discussions sur la création de zones démilitarisées supervisées par des forces internationales, notamment dans la région du Donbass, dans l'est du pays. Par ailleurs, le texte ne prévoit pas d'imposer à l'Ukraine de renoncer formellement à intégrer l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Dans la première version du plan, l'Ukraine devait accepter d'inscrire dans sa constitution, donc sa norme suprême, cet engagement, alors que la Russie refuse que l'Ukraine intègre cette alliance. Autre point clé, l'Ukraine devra organiser des élections dès que possible après la signature de l'accord. Normalement, la fin officielle du mandat de Zelensky était prévue en mai 2024, sauf que depuis, il est resté chef d'État en vertu de la loi martiale qui interdit l'organisation de nouvelles élections tant que la guerre se poursuit. En tout cas, le plan a été transmis à la Russie qui doit donner son avis, on suivra ça. Quatrième actu, 11 000 nouveaux documents judiciaires liés à l'affaire Epstein ont été dévoilés ce mardi par le ministère de la Justice américain et Donald Trump y est mentionné à plusieurs reprises. Pour rappel, Jeffrey Epstein, c'est un financier américain qui est accusé d'avoir organisé au début des années 2000 un réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. Il avait été arrêté en juillet 2019 et retrouvé mort un mois plus tard dans sa cellule. La semaine dernière, 4000 fichiers issus de l'enquête sur Jeffrey Epstein avaient déjà été publiés par l'administration Trump, contrainte par une loi du Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France. Mais Donald Trump y apparaissait de façon marginale, ce qui avait été critiqué. Mais dans cette nouvelle vague de publications, on retrouve notamment des registres de vol le mentionnant comme passager du jet privé d'Epstein à 8 reprises entre 1993 et 1996, un chiffre supérieur à ce qui était connu publiquement. Il y a aussi une lettre manuscrite attribuée à Jeffrey Epstein et adressée à Larry Nassar, un ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique condamné pour agression sexuelle, dont certaines sur mineurs. Et dans cette lettre, Donald Trump est décrit comme, je cite,
partageant notre amour des jeunes filles nubiles. Un autre document issu du FBI et qui date de 2020 indique que Donald Trump a été accusé de viol par une femme dont l'identité n'est pas connue, selon le Figaro qui a analysé les pièces du dossier. Le ministère de la Justice a réagi sur X, affirmant, je cite, que certains de ces documents contiennent des affirmations fausses et sensationnalistes contre le président Trump. Donald Trump n'a quant à lui pas réagi directement, mais la veille, il avait exprimé sa crainte que ces documents n'entachent l'image de personnes qui ont innocemment rencontré Jeffrey Epstein. Et on finit avec cette actu. Du 25 au 28 décembre, les virements bancaires seront bloqués en France et partout en Europe. La raison, c'est que le système de paiement européen Target 2, qui permet aux banques de s'envoyer de l'argent entre elles, va être fermé quelques jours pour Noël. Les seules exceptions sont pour les virements entre deux comptes d'une même banque et les virements instantanés avec des applications comme Wero par exemple. Toutes les autres demandes effectuées entre le 25 et le 28 décembre ne seront donc traitées qu'à partir du 29 décembre. Ça concerne aussi les virements programmés comme les salaires ou encore les loyers si la banque ou l'employeur n'a pas anticipé. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors je le redis encore une fois au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très joyeux Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez une excellente soirée, une excellente semaine. Il n'y aura pas d'actu du jour le 25 décembre, mais du coup on vous donne rendez-vous vendredi. Et puis voilà, on se dit à très vite.